De la démocratie en Amérique d'Alexis de Tocqueville, premier volume, chapitre 2, suite. Continuation sur le code de loi que le petit État du Connecticut se donna en 1650. Ces législateurs s'occupent d'abord des lois pénales et pour les composer, ils conçoivent l'étrange idée de puiser dans les textes sacrés. Quiconque adorera un autre Dieu que le Seigneur, disent-ils, en commençant, sera mis à mort. Suivent 10 ou 12 dispositions de même nature, empruntées textuellement au Deutéronome, à l'Exode et au Lévitique. Le blasphème, la sorcellerie, l'adultère, on lit en note. L'adultère était de même puni de mort par la loi du Massachusetts. Et Hutchinson dit que plusieurs personnes souffrirent en effet la mort pour ce crime. Il cite à ce propos une anecdote curieuse qui se rapporte à l'année 1663. Une femme mariée avait eu des relations d'amour avec un jeune homme. Elle devint veuve, elle l'épousa. Plusieurs années se passèrent. Le public étant enfin venu à soupçonner l'intimité qui avait jadis régné entre les époux, ils furent poursuivis criminellement. On les mit en prison, et peu s'en fallut qu'on les condamnât l'un et l'autre à mort. Fin de note. Le blasphème, la sorcellerie, l'adultère, le viol sont punis de mort. L'outrage fait par un fils à ses parents est frappé de la même peine. On transportait ainsi la législation d'un peuple rude et à demi civilisé au sein d'une société dont l'esprit était éclairé et les mœurs douces. Aussi ne vit-on jamais la peine de mort plus prodiguée dans les lois, ni appliquée à moins de coupables. Les législateurs, dans ce corps de loi pénale, sont surtout préoccupés du soin de maintenir l'ordre moral et les bonnes mœurs dans la société. Ils pénètrent ainsi sans cesse dans le domaine de la conscience, et il n'est presque pas de péché qu'ils ne parviennent à soumettre à la censure du magistrat. Le lecteur a pu remarquer avec quelle sévérité ces lois frappaient l'adultère et le viol. Le simple commerce entre gens non mariés y est sévèrement réprimé. On laisse au juge le droit d'infliger au coupable l'une de ces trois peines, l'amende, le fouet ou le mariage. On lit en note. Il arrivait, à ce qu'il paraît, quelquefois au juge de prononcer cumulativement ces diverses peines, comme on le voit dans un arrêt rendu en 1643, qui porte que Marguerite Bedford, convaincue de s'être livrée à des actes répréhensibles, subira la peine du fouet et qu'il lui sera enjoint de se marier avec Nicholas Jennings, son complice. Fin de note. Et si l'on faut croire les registres des anciens tribunaux de New Haven, les poursuites de cette nature n'étaient pas rares. On trouve à la date du 1er mai 1660 un jugement portant amende et réprimande contre une jeune fille qu'on accusait d'avoir prononcé quelques paroles indiscrètes et de s'être laissé donner un baiser. Le code de 1650 abonde en mesures préventives. La paresse et l'ivrognerie y sont sévèrement punies. Les aubergistes ne peuvent fournir plus d'une certaine quantité de vin à chaque consommateur. L'amende ou le fouet réprime le simple mensonge quand il peut nuire. Dans d'autres endroits, le législateur, oubliant complètement les grands principes de liberté religieuse réclamés par lui-même en Europe, force par la crainte des amendes à assister au service divin. Et il va jusqu'à frapper de peines sévères et souvent de mort les chrétiens qui veulent adorer Dieu sous une autre formule que la sienne. On lit en note. Ceci n'était pas particulier au Connecticut. Voyez entre autres la loi rendue le 13 septembre 1644 dans le Massachusetts qui condamne au bannissement les anabaptistes. Voyez aussi la loi du 14 octobre 1656 contre les Quakers. Attendu, dit la loi, qu'il vient de s'élever une secte maudite d'hérétiques appelée Quakers. Suivant les dispositions qui condamnent à une très forte amende les capitaines de vaisseaux
qui amèneront des Quakers dans le pays. Les Quakers qui parviendront à s'y introduire seront fouettés et renfermés dans une prison pour y travailler. Ceux qui défendront leurs opinions seront d'abord mis à l'amende, puis condamnés à la prison et chassés de la province. Fin de note. Quelquefois, enfin, l'ardeur réglementaire qui le possède le porte à s'occuper des soins les plus indignes de lui. C'est ainsi qu'on trouve, dans le même code, une loi qui prohibe l'usage du tabac. On lit en note précédente, dans la loi pénale du Massachusetts, le prêtre catholique qui met le pied dans la colonie après en avoir été chassé est puni de mort. Fin de note précédente. Il ne faut pas au reste perdre de vue que ces lois bizarres ou tyranniques n'étaient point imposées, qu'elles étaient votées par le libre concours de tous les intéressés eux-mêmes, et que les mœurs étaient encore plus austères et plus puritaines que les lois. À la date de 1649, on voit se former à Boston une association solennelle ayant pour but de prévenir le luxe mondain des cheveux longs. De pareils écarts font sans doute honte à l'esprit humain. Ils attestent l'infériorité de notre nature, qui, incapable de saisir fermement le vrai et le juste, en est réduite le plus souvent à ne choisir qu'entre deux excès. À côté de cette législation pénale, si fortement empreinte de l'étroit esprit de secte et de toutes les passions religieuses que la persécution avait exaltées et qui fermentaient encore au fond des âmes, se trouve placé et en quelque sorte enchaîné avec elle un corps de loi politique qui, tracé il y a 200 ans, semble encore devancer de très loin l'esprit de liberté de notre âge. Les principes généraux sur lesquels reposent les constitutions modernes, ces principes que la plupart des Européens du XVIIe siècle comprenaient à peine et qui triomphaient alors incomplètement dans la Grande-Bretagne, sont tous reconnus et fixés par les lois de la Nouvelle-Angleterre. L'intervention du peuple dans les affaires publiques, le vote libre de l'impôt, la responsabilité des agents du pouvoir, la liberté individuelle et le jugement par jury y sont établis sans discussion et en fait. Ces principes générateurs y reçoivent une application et des développements qu'aucune nation de l'Europe n'a jamais osé leur donner. Dans le Connecticut, le corps électoral se composait dès l'origine de l'universalité des citoyens, et cela se conçoit sans peine. On dit en note Constitution de 1638. Chez ce peuple naissant régnait alors une égalité presque parfaite entre les fortunes et plus encore entre les intelligences. On lit en note dès 1641, l'Assemblée générale de Rhode Island déclarait à l'unanimité que le gouvernement de l'État consistait en une démocratie et que le pouvoir reposait sur le corps des hommes libres, lesquels avaient seuls le droit de faire les lois et d'en surveiller l'exécution. Fin de note.